Donc, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est de faire un point rapide sur le personnage, parce que je pars du principe que tout le monde sait ce dont il s'agit. On verra si voilà. Et puis de vous parler du personnage en série, en essayant justement de coller à cette question de la complexification. Et je terminerai parce qu'en fait, je dois vous avouer aussi une autre chose, c'est que ça fait une, au moins 5 ans que j'ai en fait eu une overdose de séries. Donc j'ai vraiment arrêté de regarder des séries. J'en regarde de temps en temps, mais pas autant que j'aimerais, pas autant que je le devrais pour une prof qui donne cours sur les séries télé. Et donc, il faut que je parvienne à raccrocher parfois sur les dernières nouveautés. Donc ça, ce sera plus des hypothèses et ça laisse aussi la possibilité peut-être d'en discuter d'ailleurs, et c'est pas plus mal, de se dire, tiens, qu'ici, il n'y a pas que moi qui suis spécialiste. On est tous spécialistes des personnages de séries, je pense. Et donc voilà, je vais essayer de me restreindre parce que j'ai 63 slides, on ne va jamais y arriver sinon, et on ne pourra jamais discuter. Et donc voilà, je me lance. S'il y a des choses pas claires dans la salle ou en ligne, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Et donc, je vais commencer, comme je disais, par un retour un peu sur le personnage. J'aime beaucoup ce que Ducrot et Todorov ont signalé, que c'est la catégorie textuelle l'une des plus obscures. Et donc, je trouve que c'est souvent intéressant, ou Andrew Horton qui dit que c'est un processus infini de définir le personnage. Il y a quand même moyen de se mettre d'accord sur une première définition relativement simple, mais on ne sait pas faire grand-chose avec les définitions simples, je trouve. Donc le personnage, c'est celui qui participe à l'histoire, et à ce titre, il se distingue de celui qui la raconte, le narrateur, de celui qui l'écrit, l'auteur. D'un point de vue plus général, on dirait que le personnage est un être artificiellement créé, dont la réalité purement textuelle, on va voir ça, et dont l'image est calquée sur une créature vivante, etc., etc. Bon, ça, je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour l'avoir, cette définition-là. Je pense qu'on sait tous de manière intuitive ce qu'est un personnage. Ça fait partie de ces concepts qu'on connaît de manière intuitive, comme l'amour, comme l'amitié, comme la fidélité. Et en fait, ce sont des concepts qui sont plus compliqués qu'il n'y paraît. Donc, comment est-ce qu'on saisit un personnage? C'est souvent une question que j'ai avec mes étudiants. Comment est-ce qu'on fait pour analyser un personnage quand on regarde une série télévisée? Et ceux qui connaissent mes travaux savent que moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Philippe Hamon, qui est un structuraliste, en essayant de sortir de ce côté structuraliste. Je ne suis pas sûre, vous me direz si j'y arrive. Mais donc, ça date de 1977 et je fais exprès de ne pas franciser. Je suis belge et je l'assume. Donc, vous allez entendre des 70 et des 90. Donc, il souligne que c'est difficile de trouver un personnage dans le texte parce que ce n'est pas une entité autonome, ce n'est pas une séquence qu'il suffirait de trouver et d'extraire, mais il est produit, et il produit l'ensemble des dialogues, des thèmes, des descriptions de l'histoire. Et les images que vous voyez à côté, et j'espère qu'en ligne vous ne les voyez pas en trop petit, c'est des trucs classiques qu'on connaît sur le personnage, qu'on connaît depuis qu'on a eu cours en secondaire, je ne sais pas si on dit secondaire en France, ouais, sur la littérature ou sur la poésie, que le personnage, effectivement, parfois il déborde lui-même. Le personnage, il caractérise, ou il est aussi caractérisé par la météo. Je vous ai mis, si vous reconnaissez Reine des Neiges, tout au-dessus. Il peut aussi être caractérisé par son appartement, sa voiture. Là, vous reconnaissez probablement l'appartement des filles de Friends, ou la voiture de Colombo. Ça, il n'y a que moi et les gens de mon âge qui reconnaissent, en fait, probablement. Vous ne parvenez sûrement pas à lire, mais c'est aussi un élément qui est repris par exemple chez Balzac, que Balzac fait les portraits des personnages en passant par le portrait de la ville, par la description des quartiers ou des maisons où ils habitent, etc. C'est ce qui fait qu'il y a une chouette expérience de Pierre Glaude et Yves Reuter en 1996 dans leur livre sur le personnage, où ils donnent en fait des cours, des formations continuées à des profs de français, et où ils leur demandent de lire le premier chapitre de La Fée Carabine et de répertorier les personnages. Et en fait, les profs de français, qui sont quand même des experts en personnages, on est bien d'accord, hein, il y en a qui en trouvent 2 et il y en a qui en trouvent 13. Et il y a tout un panel entre les deux. Pour certains, c'est 5, alors ça dépend. Si vous avez lu La Fée Carabine, il y en a certains qui considèrent que le chien est un personnage, il y en a qui considèrent que la plaque de verglas est un personnage. Donc ça montre bien qu'en fait, c'est pas si simple qu'il n'y paraît de saisir ce personnage. Le personnage, en plus, n'est pas un donné, mais c'est un produit du texte. C'est un processus, le personnage. C'est pour ça que Vincent Jouve parle d'effet personnage.
Il est donc le résultat d'un processus dynamique de construction qui met en œuvre toute une série de données textuelles, et on va le voir, mais qui met aussi en œuvre la lecture elle-même et le lecteur ou la lectrice elle-même. Et où se situe le personnage? Est-ce qu'il est dans le texte ou est-ce qu'il est dans ce travail, dans ce processus de construction qui est fait par le lectrice? Oui, j'utilise aussi des oui, voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vous mets Diana. Je ne sais pas si tout le monde a la référence de V, cette série des années 80, qui a eu un revival dans les années 2000. Mais si vous êtes attentif ou si vous connaissez la série, c'est pas l'actrice, mais c'est un cosplay. Donc c'est pour symboliser aussi le fait qu'effectivement les personnages, ils sortent du texte. Et ils sont en effet, ce qui ne simplifie pas notre analyse des personnages, justement. Glaude-Reuter rappelle aussi que le personnage, il est présent à plein de niveaux textuels, et je vais passer très vite là-dessus, je crois qu'il y aura moyen de faire 2 heures là-dessus. C'est un marqueur typologique, il désigne le genre du texte dans lequel on est. Ça peut être des genres comme ça appartient au fait du réel, faction, ou c'est de la fiction, ça peut être des types de textes, ça peut être des genres de textes, le western, le sentimental, etc. etc. Et par exemple, c'est bien à ça qu'on fait référence quand on voit le chapeau de cow-boy de Bobby Ewing. Je ne sais pas si vous avez la rêve de nouveau, vous les jeunes, si Dallas quand même de loin, vous avez entendu parler, j'imagine. Donc Dallas, c'est un soap-opéra de soirée et c'est le premier soap-opéra qui s'adresse aussi, voire peut-être d'abord, aux hommes. Et donc le fait de mettre un chapeau de cow-boy, ça se déroule au Texas, montre quand même qu'il y a une certaine hybridation avec le western. Donc ce personnage est catégorisé aussi, enfin en tout cas ça fait partie de sa couleur, de faire ce lien avec le western. Et donc le personnage ici, c'est un bel exemple d'un marqueur typologique. Le personnage est un organisateur textuel, ça c'est la chose qu'on connaît le plus, parce que je ne sais pas en France, mais mes étudiants et étudiantes, ils sont tous passés par des exercices de « on doit faire le schéma de grimace quand on lit un livre ». Et donc ça leur saute un peu aux yeux. Alors je leur explique souvent qu'il y a d'autres choses que grimace, mais quand même ça donne l'idée. Et dans mes slides, ça donne des choses un peu simplistes où je leur dis, bah oui, voilà, effectivement, on reconnaît que la quête de Daenerys, c'est d'aller vers le trône de fer. Elle a une opposante, plein d'opposantes. Enfin, forcément, je simplifie, sinon les slides sont illisibles. Et il y a aussi des opposants. Donc le personnage, c'est aussi à un niveau récit qu'il joue et qu'il a un effet. Et le personnage, à un troisième niveau, c'est un lieu d'investissement psychique et social. Il véhicule des idéologies, des affects, des auteurs, des autrices, mais aussi des lecteurs et des lectrices. Et c'est pour ça qu'on peut faire des analyses de représentation sociale ou des analyses des processus d'écriture, d'études de réception. Et là, je vous mets un exemple parmi 1000. Et ce n'est pas une série télé, c'est la HP Alliance, donc la Harry Potter Alliance, et effectivement les actions des fans, mais aussi leur identification, projection dans les personnages. Donc, le personnage est donc vraiment une unité extrêmement variée, extrêmement diverse, qu'on doit analyser à plein de niveaux différents, ce qui le rend difficile en fait d'approche. Et encore, vous allez voir, je vais complexifier les choses. Donc, le personnage peut être un élément textuel qui donne le vertige en fait quand on fait attention à tout ça. Et souvent, je dis à mes étudiants, mais en fait, on doit commencer par le début. Et le début, c'est faire de l'induction. Étudier un personnage, en fait, c'est aller dans le texte et aller chercher les différents éléments qui le composent. Ça, c'est Philippe Hamon. Je dis à mes étudiants souvent que le personnage est une banque de données. Et ils n'aiment pas du tout quand je dis ça d'ailleurs, parce qu'on a souvent, et ça montre d'ailleurs, qu'on a une relation émotionnelle, émotive, affective, parfois avec certains personnages, et donc les réduire à une banque de données, à des 0, des 1 presque, ça paraît un peu froid. Et pourtant, le personnage est une banque de données. Philippe Hamon, dans son travail sur les Rougon-Macquart, dit un personnage, il est constitué d'être, de dire et de faire. L'être, ce sont ses propriétés, son portrait physique, ses qualités, son état civil, son passé. Généralement, j'utilise l'agence touriste parce que beaucoup de mes étudiants ne connaissent pas. Et donc, je leur dis, si je vous montre cette photo avec les messieurs là au-dessus, et il y a une dame,
Est-ce que vous pouvez me donner des caractéristiques des personnages? Et ils y parviennent très bien. Ils me disent, bah, il y a un beau gosse, en général, ils ne le disent pas comme ça, ils disent, il y a un beau gosse, bah, selon la définition de beau gosse dans les années 80. Il y a un monsieur tout en muscles, il y a un plus vieux, et puis il y a une fille. Et en fait, ça suffit déjà à donner les caractéristiques de base de cette série dans les années 80, où effectivement, il y avait un beau gosse, il y avait un chef, le chef c'était le vieux, il y avait un bien baraqué. Celui qu'on ne sait pas, en fait, c'est un peu fou. Puis il y a la fille, parce qu'il y a toujours la fille dans les années 80. On pourrait y revenir ça après. Un personnage, c'est aussi des éléments, des contenus de dialogue. Donc les informations qui passent par le dialogue, mais passent aussi par sa manière de parler, par les expressions. Là, vous avez le c'est pas faux dans Kaamelott, mais aussi par son accent, par le registre de vocabulaire ou le registre langagier qu'il utilise. Vous allez voir quelques exemples tout à l'heure. Un personnage, puis aussi, dans le dire, il y a aussi ce qu'il dit de lui, ce qu'il ne dit pas de lui. Quand il ment, par exemple, quand on a Tony Soprano qui explique à sa psy dans la première séance qu'en fait il est dans le traitement des déchets et qu'on voit sur l'écran qu'en fait ces hommes de main sont en train effectivement de s'occuper des déchets, mais les déchets étant des concurrents et donc de zigouiller tout le monde, on comprend que c'est un mafieux et qui traite des déchets, mais que c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Un personnage, c'est aussi des actions. C'est des actions qui font avancer le récit. Ce sont aussi des actions qui sont liées à sa caractérisation. Et par exemple, c'est parce qu'on voit Monk, qui est le personnage en dessous, toucher des poteaux, compter les poteaux, s'il en loupe un, recommencer toute la rue. C'est parce qu'on le voit se nettoyer les mains dès qu'il serre la main de quelqu'un qu'on comprend qu'il a des troubles obsessionnels compulsifs. Et ça se met en lien avec sa manière d'être un policier, ses dons d'observation, etc., etc. C'est un élément parmi d'autres, mais effectivement, ça constitue le portrait de ce personnage. Philippe Hamon nous dit aussi qu'il y a deux temps dans l'analyse. C'est bien pareil quand on fait de l'induction en sciences. Quand on fait de l'induction, on observe, et puis à un moment donné, il faut quand même qu'on tire des conclusions de ce qu'on a observé. C'est pareil, et je dis souvent à mes étudiants d'ailleurs que c'est ça qui est bien aussi, c'est que l'analyse de personnages, c'est la même chose que de regarder et de comprendre un personnage. Analyser une série, c'est les mêmes processus que regarder une série, puisque quand on lit un texte, quand on regarde un texte, notre cerveau récolte des informations, fait des hypothèses de lecture qui vont être confirmées ou pas en fonction des autres éléments qu'on continue à lire dans le texte. Analyser un personnage, ça joue sur les mêmes éléments. Je dis juste à mes étudiants qu'il faut qu'ils soient plus rigoureux, par contre, quand on fait une analyse scientifique. Et donc, dans la synthèse, de ce moment de synthèse, Hamon dit qu'il faut en fait trouver les axes fondamentaux de chaque personnage, mais aussi qui relient les personnages entre eux, puisque le travail de Philippe Hamon, c'est aussi de distinguer les personnages principaux et secondaires, et donc de voir ce qui rassemble, ce qui divise, ce qui est identique ou différent en fonction des différents personnages d'un système de personnages, et on va aussi y revenir tout à l'heure. Donc, on prend les informations, on les hiérarchise, on isole ce qui est important, on repère les oppositions récurrentes, et analyser un personnage, finalement, ça fonctionne comme ça. On peut, si on en a envie et besoin, distinguer du coup les personnages principaux des secondaires, etc. On peut aussi à ce stade-là se poser des questions, par exemple d'idéologie, par exemple de stéréotypage, de lien entre les éléments par rapport aux stéréotypes, mais j'y viendrai tout à l'heure. Et quand on suit cette manière de faire de Philippe Hamon, dans les années 70, il lisse en fait assez fort le texte. Le travail de Philippe Hamon est assez intéressant et percutant, et quand on lit son travail notamment sur les Rougon-Macquart, il parvient à mettre tous les personnages des Rougon-Macquart sur deux axes que j'ai toujours trouvé absolument magnifiques. Moi, je suis incapable d'être aussi précise que ça, mais c'est moyennant quand même un grand tri, un grand lissage de ces personnages, et c'est notamment sur ce point-là et sur cette manière de faire cette réduction que moi j'entre un petit peu plus de fluidité, me semble-t-il. Et notamment, on oublie les incohérences, puisqu'on ne sait bien mettre les personnages sur deux axes de catégorisation que quand on les lisse tellement fort qu'en fait on oublie les paradoxes ou les contradictions des personnages. Or, vous allez voir que ça me semble très intéressant à garder et à se souvenir pour les séries télévisées. J'en viens aux séries. Oui, c'est du fémage, mes slides de titre.
Je ne sais pas si vous avez reconnu Scully. Si vous n'avez pas reconnu Scully, ben, il va falloir donc regarder X-Files en devoir, je pense. Et ça, c'est Kim Grex de The Wire. C'est mes auto-références. Hein, ça, c'est pas de souci. Donc, le personnage et les séries, vous avez déjà eu Jason Mitchell et vous avez déjà eu Florent Favard, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de répéter ce qui est là en très petit d'ailleurs. Voilà, mais c'est juste, effectivement, moi je me mets dans la continuité, notamment de Robert Thompson dans son bouquin sur le second âge d'or des séries télévisées, mais aussi évidemment Jason Mitchell, que vous avez eu la chance de voir en vrai. Après les années 90, on est bien dans une hybridation des formats sériels, séries feuilletons. On est bien dans une hybridation des genres narratifs. Je vous ai déjà parlé du western et du soap opéra, par exemple, de Dallas. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler à quel point les séries d'aujourd'hui sont hybridées. Il y a une multiplication et une complexification des trames narratives. Florent Favard parle, il vous en a peut-être parlé, je ne sais pas, de densité narrative. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et le personnage participe, selon moi, de cette densité narrative. Il y a aussi moins d'orientation vers une fin qui est, et là je reprends les mots de Ricoeur, récapitulative et congruente, donc une fin qui serait la fin idéale du récit qu'on vient de raconter et qui en plus permet de revoir l'entièreté du récit. Dans les séries télévisées, on n'a pas de fin, ou en tout cas elle n'est pas si congruente que ça, et elle n'est pas toujours si récapitulative que ça. Là aussi, je peux vous renvoyer aux travaux, par exemple, de Florent Favard. Il y a une multiplication des personnages, je suis tout à fait d'accord, et une complexification de leur système. Des séries qui sont plus conscientes d'elles-mêmes et qui font de l'autoréférence. Je vous mets juste cet exemple de George Clooney et Noah Wyle qui étaient dans Urgence au moment où Friends était présenté. Et dans un épisode de Friends, Monica et Rachel vont à l'hôpital et tombent sur, alors ils ne s'appellent pas Doug Ross et John Carter, mais c'est eux, et on les reconnaît évidemment. Alors ça, c'est un exemple parmi des tonnes et des tonnes d'autoréférences dans les séries télévisées. Une tendance au réalisme, alors j'ai mis quoique parce que je suis plus sûre qu'aujourd'hui ça fonctionne encore aussi bien. C'est vrai que dans les années 90, on a beaucoup de séries dites sociales ou qui traitent effectivement de très réalistes, qui sont en tout cas aux États-Unis. En Belgique, il n'y a pas de série à ce moment-là. Je pense qu'il y a Julie Lescaut. Bon, on va peut-être pas trop en parler. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on est toujours lié dans le genre du réalisme en tant que tel, mais en tout cas, les thèmes collent aux controverses du moment. Je pense que même dans des séries qui sont pas du tout réalistes, je parle de réalisme en tant que genre narratif, je pense qu'effectivement, on y retrouve des thèmes qui collent au moment. Elles sont acclamées par la critique, et y compris en Europe francophone, puisque ça arrive tout doucement. Quand j'ai commencé ma thèse en 2000, les séries télévisées, c'était vraiment pas quelque chose qui était acceptable. On m'avait d'ailleurs dit que je faisais un suicide professionnel de faire ma thèse sur les séries télévisées. Et quand je l'ai fini en 2007, c'était pas du tout un suicide professionnel. Entre les deux, il y avait eu cette reconnaissance, notamment journalistique et critique. Donc la reconnaissance arrive. On a aussi, à ce moment-là, dans les séries post-1990, une accentuation des possibles du récit progressif. Et donc là aussi, je cite Florent Favard, mais aussi Baroni ou Jason Mitchell. Effectivement, les séries télévisées sont des récits progressifs et cumulatifs dans lesquels l'intérêt, c'est justement le possible narratif, puisqu'il n'y a pas de fin, on ne la connaît pas. Et quand les séries sont écrites, généralement, on ne connaît pas la fin, ce qui change beaucoup de pas mal d'autres récits, y compris de récits sériels dans d'autres médias, mais pour lesquels on a plus quand même des trames narratives déjà dessinées ou des fins qui sont prévues. Et on a ce que Jason Mitchell appelle les effets narratifs spectaculaires. Je rappelle juste les épisodes spéciaux de Buffy, vous voyez que mes exemples datent, ou l'épisode d'Urgence en direct, par exemple, ça c'est le genre d'effet narratif spectaculaire dont il parle. Ça ne date pas d'hier parce que le fait que fin de saison 9, Bobby Ewing, que vous avez déjà vu, parce que c'est dans Dallas avec JR, le fait qu'en fait un personnage qui était mort depuis 1 an réapparaisse à la fin d'une saison, c'est aussi ce que j'appelle un effet narratif spectaculaire. Et donc la série Dallas, dans toute sa saison 10, va devoir réintégrer un personnage parce que, je peux vous spoiler, hein, je crois que 50 ans après on peut. En fait, on disait que la saison 9, c'était un rêve de sa femme.
Le comédien était parti début de saison 9 parce qu'il voulait faire autre chose. Le autre chose n'a pas marché. Il décide de revenir et donc on met en parenthèse toute la saison 9. Elle n'a pas existé, sauf qu'il faudra quand même récupérer les personnages que les téléspectateurs aimaient bien. Donc elle n'a pas existé, mais on fait quand même revenir ces personnages. Et comme on a déjà vu, par exemple, des couples qui se mettent ensemble, etc., on ne va pas le raconter une deuxième fois. Donc il y a un truc très bizarre qui fait que assez rapidement, on synthétise des trucs parce que les téléspectateurs l'ont déjà vu et donc on ne va pas recommencer, tout en devant le recommencer un petit peu quand même, puisque ça n'a donc pas existé. Donc on voit bien quand même ça date d'un certain temps. Or, le personnage de série là-dedans et sa complexité, donc je crois que vous avez déjà compris que je considère que le personnage en général est déjà un élément complexe. Donc voilà. Mais dans les séries, alors je n'essaie pas de mettre de hiérarchie entre est-ce que c'est plus complexe ou moins complexe qu'ailleurs, dans le film, dans le cinéma, dans la BD, est-ce que c'est mieux ou moins bien, je pense que c'est assez pas intéressant. Mais en tout cas, il y a un certain type de complexité qu'il faut prendre en compte quand on analyse le personnage de série télévisée. Il a des particularités qui, en tout cas, donnent une teinte à cette notion de complexité, il me semble. Et je vais parler et développer ces points-là. Et les multicodiques, ça c'est la partie facile. Le corps du comédien ou de la comédienne, certains disent que ça cadenasse en fait les représentations, puisque quand on lit un livre, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Quand on regarde une série, on ne peut rien s'imaginer. Donc c'est moins bien. Vous allez voir que, pas sûr que ça soit moins bien. Ça peut aussi étoffer le personnage. Le personnage de série télé, il intervient avec des moments d'intervalle où il n'est pas là. Donc il faut tenir compte de ces moments d'intervalle entre les épisodes ou entre les saisons. Selon moi, il est plutôt caractérisation qu'actant, et je vous explique tout à l'heure ce que j'entends par là. Et il peut être incohérent, voire il endosse vraiment frontalement cette incohérence potentielle, puisqu'il est inséré dans un récit progressif et cumulatif. Alors le multicodique, ça c'est facile. Le personnage de série, forcément, il n'est pas constitué par des mots comme en littérature. Philippe Hamon, il travaille sur la littérature. Quand on travaille sur une série télévisée, l'image et le son sont importants. Alors je vous ai mis par exemple les thèmes de musique qui peuvent coller à des personnages et qui finissent par les caractériser. Je ne sais pas si vous avez regardé Twin Peaks, mais effectivement, quand on a une scène dans laquelle Laura Palmer qui touche plus de près ou de loin Laura Palmer, on entend parfois sa musique. Il y avait aussi, c'est peut-être un exemple que vous connaissez moins bien, parce que je pense que cette série est moins souvent citée, mais dans Ali McBeal, si c'est une série dont vous avez déjà entendu parler, l'un des personnages a la musique de la sorcière du Nord, de l'Ouest, dans Le Magicien d'Oz, et donc ça caractérise aussi le personnage de Ling pour ceux et celles qui voient de qui il s'agit. Je ne sais pas si son fonctionne et si vous allez pouvoir entendre Bernadette, on va voir. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ou bien compris, mais donc effectivement, le personnage de Bernadette, quand il arrive, il n'a pas cette voix très aiguë qu'elle a. C'est après quelques épisodes qu'elle l'acquiert, parce que l'actrice a décidé de donner cet accent, pas cet accent, ce côté très aigu à son personnage, parce qu'elle trouvait que ça lui rajoutait un côté un peu fun. Et c'est vrai, quand on voit les premiers épisodes, les premiers moments où Bernadette arrive, d'abord elle est un personnage secondaire, va d'être un personnage principal, et effectivement elle est un peu froide, un peu catégorique, elle est parfois très assertive, et donc c'est pas toujours évident. Donc effectivement ça lui donne une teinte un peu différente, et vous entendez que l'inspiration c'est sa maman. Des éléments de caractérisation qui peuvent passer aussi par le son, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série sur Prime de Marvelous Mrs. Maisel, où vous avez une fille de milieu très bourgeois, Maisel, qui fait du stand-up, c'est pas du tout réaliste, fait du stand-up dans les années 50 et en fait rencontre Suzy, qui va devenir sa manageuse et qui, elle, fait partie d'un milieu beaucoup plus populaire.
Et en fait, on n'a même pas besoin de nous le dire. Les simples sons et mots, quand vous l'écoutez en VO, vous entendez que l'accent des personnages est vraiment pas du tout le même. Elles ne parlent pas le même américain. Et donc, c'est aussi des éléments comme ceux-là qui caractérisent des personnages et qu'on peut prendre en compte quand on analyse les séries télévisées. Le visuel, alors évidemment, avec des choses qui sont parfois très stéréotypées, forcément, vous aurez très vite compris qui est le bon ange et le mauvais ange dans Good Omens, qui est une série, évidemment, avec David Tennant. Il faut toujours regarder les séries avec David Tennant. Plus proche de vous, il y a Morgan. Je crois qu'effectivement, il suffit de regarder l'image pour comprendre pas mal d'éléments de caractérisation de ce personnage. Ouais. C'est bien. J'ai d'autres références à côté de moi, c'est bien. De nouveau, vous avez Ali McBeal. Dans Ali McBeal, il y avait des effets spéciaux. Quand un personnage, lui, la poignarde dans le dos, en fait, son cœur qui est criblé de flèches. Donc, les séries peuvent aussi faire ce genre de choses et font ce genre de choses. Donc, le personnage, il est multicodique, avec parfois des choses extrêmement différentes et qu'il faut pouvoir embrasser. Mais de nouveau, c'est vertigineux, c'est-à-dire que si on doit faire attention à l'entièreté de leurs appartements, toutes les informations auditives et visuelles qu'on a à chaque plan, à chaque séquence, sur une série qui en plus, partons du principe qu'elle a 22 épisodes par an et qu'elle a duré 19 ans, vous comprenez que ça peut être effectivement assez compliqué. Alors, il ne faut pas tenir compte de tout, évidemment, parce que les séries ont aussi une logique de répétition, mais quand même. Donc, c'est une certaine forme de complexité, en tout cas, du personnage de série. L'autre élément, c'était, je vous le disais, le corps du comédien ou de la comédienne. Ça, c'est un exemple qui m'est totalement personnel, donc, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ce genre de truc. C'est-à-dire que quand moi j'ai regardé Homeland, vous reconnaissez, j'imagine, Homeland, je vous dis juste le début de la série, si vous ne l'avez pas vu, vous irez regarder la suite, mais un soldat américain qui avait été kidnappé, je ne sais plus où, quelque part au Moyen-Orient, est retrouvé. Et pendant toute la première saison, la question c'est est-ce qu'il a été retourné? Est-ce que c'est un terroriste? Ou est-ce qu'il est effectivement toujours ce héros américain? Mais par contre, dans le premier épisode, c'est vraiment le retour du fils des États-Unis. C'est vraiment le retour de ce héros américain. Et avec moi, ça a marché à du 500%, puisque j'avais regardé Frères d'armes avant, qui était une série avec aussi Damian Lewis dans le rôle titre, où il jouait dans un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait partie de ce bataillon de parachutistes qui avait notamment été envoyé en Belgique et dans la bataille des Ardennes. J'ai adoré évidemment Frères d'armes à l'époque et j'adore Damian Lewis. Et donc pour moi, c'était tout à fait évident que ce personnage était un héros de la nation. Et donc, dans le premier épisode, la série précédente incarnée dans lequel le comédien jouait fonctionne comme passé du personnage ou rapporte la caractérisation dans le personnage de Nicolas Brodis. Et dans ce cas-ci, pardon, c'est que j'ai un mail qui est ouvert. Dans ce cas-ci, ça fonctionne même en double, puisque Richard Winters dans la série est inspiré de Richard Winters, le vrai, puisque la Easy Company a vraiment existé et qu'effectivement, Richard Winters est un personnage inspiré d'un être humain réel. Donc, pour moi, ça fonctionne effectivement à du 500%. J'ai aussi le cas un peu avec, par exemple, Elisabeth Moss, où mon cerveau fait des liens entre les différentes fictions dans lesquelles elle a joué et où, pour moi, en fait, June dans La Servante écarlate, son passé, en fait, c'est quelque chose de genre un petit mélange entre son personnage en Top of the Lake et Mad Men. Je vous avoue que j'ai mis à la Maison Blanche, mais je me souviens moins bien de son personnage de fille du président Jed Bartlett. Mais donc, les comédiens et les comédiennes, effectivement, apportent aussi toute une caisse de résonance. Je ne suis pas la première à le dire. Sur les films, André Gardis avait travaillé, je ne sais jamais si on dit Gardis ou Gardiès, pardon, avait aussi travaillé sur l'aura des personnages, l'aura des comédiens, notamment Belmondo, qui passait d'un film à l'autre. Si je me demande s'il ne citait pas Depardieu, mais maintenant c'est plus difficile de citer Depardieu, je crois. Donc voilà. Les comédiens aussi, d'ailleurs, vous l'avez déjà entendu
par cet exemple de Bernadette, les comédiens et les comédiennes ont aussi en fait une action sur les personnages. C'est donc, vous l'avez bien entendu, Bernadette qui a décidé, l'actrice qui joue Bernadette, qui a décidé de lui donner ce ton, cette voix nasillarde. Déborah Gay, dans sa thèse, elle montre qu'il y a aussi dans la web-série qu'elle analyse, et j'ai oublié laquelle c'est d'ailleurs, montre qu'effectivement le dialogue entre des créateurs de séries ou les réalisateurs de l'épisode du jour rentre en dialogue avec les acteurs et les actrices, et qu'effectivement les actrices parfois font changer certains éléments. Donc une série, c'est aussi ça, et un personnage de série, c'est aussi, à un moment donné, ils sont incarnés par des comédiens et des comédiennes qui finissent par avoir une action sur le personnage, parfois des actions voulues, intentionnelles. Je fais attention à la voix que j'utilise, mais parfois des actions qui sont moins intentionnelles, c'est le lien avec leur filmographie. Ceci dit, je suis à peu près sûre et certaine que quand ils ont casté Damien Lewis pour le rôle de Nicolas Brody, ils y ont pensé. Hein. Donc les producteurs, ils y ont pensé, ça j'en suis sûre et certaine. Marie Maillot aussi, dans sa thèse de doctorat, présente quelque chose de cet ordre-là, parce qu'elle dit les personnages, on peut les étudier dans la Bible ou dans le scénario du premier épisode, mais ensuite, ils sont incarnés par les acteurs qui changent déjà quelque chose, et ensuite, il y a tout le dialogue et toute la boucle rétroactive avec les avis des journalistes, des gens qui regardent, etc. Et tout ça finit par constituer le personnage. Elle parle de personnages qui passent de l'état solide à un état gazeux, avec différentes étapes. C'est très intéressant, je vous conseille d'aller lire sa thèse si jamais. Il y a aussi l'intervalle entre les épisodes qui donne un élément particulier par rapport aux personnages. C'est ce que John Fiske appelle l'extrication. Donc c'est le fait que dans l'immersion fictionnelle et au moment de l'épisode, on est dans un moment d'immersion, mais qu'entre les épisodes, par définition, on est dans un moment de distanciation. Et que ce moment de distanciation fait quelque chose à la série, au personnage qu'on est en train de regarder. Ça n'est pas sans conséquence. Or, d'abord, la première chose, il faut qu'on enregistre les différents éléments, mais ça, on a vu que notre cerveau le fait. Hein. Il faut avoir une certaine mémoire des différents éléments qui passent. Ça permet aussi la réflexion. Et là, je vais vous parler d'apport extérieur, c'est même pas que ça, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas une vision continue, mais qu'on ait des moments d'arrêt et qu'on peut réfléchir à ce qu'on a vu. J'imagine que vous le faites, moi je sais que je le fais. Je me remémore certaines séquences de séries quand l'épisode est fini, et donc ça m'amène parfois à repenser le personnage et à refaire des liens, etc., sans même, par exemple, aller sur Internet et aller me renseigner. Vincent Jouve, il disait que la lecture avertie dans un roman, elle permet cette réflexion sur le récit et sur le personnage, mais selon lui, ça ne pouvait être qu'une deuxième lecture, ça ne pouvait pas être une première lecture. Dans les séries, moi, mon hypothèse, c'est qu'on peut le faire pas en même temps, c'est-à-dire pas au moment où on regarde l'épisode, mais que ces moments d'extrication entre les épisodes ou entre les saisons nous donnent la possibilité de cette lecture avertie. Donc voilà, ça c'est une hypothèse, je vous la mets là et vous en ferez ce que vous voulez. Or, les apports extérieurs, on peut quand même en plus aller se renseigner sur les personnages. Quand vous avez un personnage qui porte le nom d'un philosophe, forcément, les fans vont commencer à aller se dire c'est qui ce philosophe, il a fait quoi, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi son nom, etc. Quand dans une promotion d'une série comme Stranger Things, on dit c'est inspiré par le jeu de rôle, c'est inspiré par les années 80, etc., ben vous pouvez aussi aller vous dire tiens, il y avait quoi dans le jeu de rôle dans les années 80 et importer aussi ces éléments-là par rapport aux personnages. Moi, j'ai aussi dans certaines recherches et certaines études de réception que j'ai faites avec des personnages, eu des fans de séries qui m'expliquent que les acteurs et les actrices, qui sont les acteurs et les actrices, rentrent dans leur constitution du personnage, donc dans ce moment effet personnage dont je parlais tout à l'heure. C'est un élément que tout le monde me citait quand j'ai fait ces entretiens-là, puisqu'on était en train de vivre ce moment où Daisy Rose et Kit Harington se mariaient dans la vraie vie, mais donc effectivement, ils relisaient ces éléments-là. J'en ai d'autres d'exemples. Vous voyez par exemple Célestine qui disait qu'elle aimait bien Girls parce qu'elle avait vu que l'actrice suivait la campagne de Barack Obama et que c'était logique par rapport à son personnage et que pour elle, ça a étoffé le personnage. Cette même Célestine, par contre, m'explique, alors là, peut-être l'extrait n'est pas super clair, mais que
Dans Private Practice, elle aimait beaucoup le personnage de Montgomery, Allison Montgomery ou Addison Montgomery, j'ai un doute, enfin l'ex-femme de Shepard, qu'elle aimait beaucoup dans la série parce qu'elle était très cynique, etc., mais qu'elle avait fait la grave erreur d'aller suivre son Facebook sur lequel elle mettait que de petits chatons mignons, et donc elle trouvait que l'actrice était cucu, et ça rentrait en dissonance avec le personnage. Donc elle m'expliquait dans cet entretien qu'elle avait dû arrêter de suivre l'actrice sur Facebook, attendre quelques semaines, puis seulement après pouvoir revoir la série, sinon il y avait une dissonance qui s'était introduite. Là, c'est Guillaume qui m'explique qu'il trouve très chouette que Hugh Laurie joue de la musique et qu'il se rend compte que quand il joue dans la série, c'est lui qui joue le piano et qu'en fait, il sortait il avait sorti un CD, je pense, à ce moment-là. Je ne sais pas si on dit CD encore. En tout cas, il était au Francophonie en Belgique à ce moment-là. Et donc, il trouvait que ça convenait assez bien, finalement, le style de musique qu'il jouait, l'acteur, par rapport au style de musique que Dr House aimait. Par contre, pour une autre étudiante, Marie, que j'avais interrogée, c'était l'inverse. Parce qu'elle était allée le voir au Franco, à Spa, en Belgique, et qu'elle trouvait, j'essaie de vous retrouver, c'est un petit cœur sur pattes. Et donc, le côté petit cœur sur pattes de l'acteur, chanteur, sur scène, au Francophonie, très gentil et très, très mignon, fait que ça ne fonctionnait pas bien. Vous voyez, elle dit, le personnage est complètement faussé. Donc là aussi, on voit que des éléments sur les acteurs ou les actrices peuvent entrer de la dissonance d'une certaine manière. Mais vous voyez qu'elle avait trouvé une manière de réduire cette dissonance en disant qu'elle se souvenait des moments où il est toujours en train de réfléchir, où il est satisfait de sa journée, et où il y avait quand même ce côté un peu petit cœur sur patte à ce moment-là, entre guillemets, petit cœur sur patte. Alexia, elle adore, et c'est elle qui m'avait parlé de Kit Harington, elle adore quand les acteurs et les actrices sortent ensemble, ceux et celles qui jouent des couples dans les séries télévisées, et elle m'expliquait qu'elle adorait encore plus quand le couple dans la vraie vie cassait, parce que alors là on pouvait voir le vrai jeu d'acteur en place, et que ça caractérisait vraiment les choses, et elle avait un côté un peu pervers, assumé d'ailleurs par rapport à ces couples qui existaient ou qui n'existaient plus. Vous voyez qu'elle cite Supernatural, si je me souviens bien, et qu'elle cite Big Bang Theory, où elle trouve intéressant que l'acteur de Why I Met Your Mother soit homo, alors qu'en fait il joue un hétéro dans la série. Et donc voilà. Donc c'est des exemples qui montrent que c'est vraiment très intéressant, que ça peut même aller très loin finalement. Là c'est Cyprien qui avait eu aussi une petite dissonance, sachant que les deux acteurs qui jouaient des frères et sœurs dans Dexter étaient en fait mari et femme dans la vraie vie, et puis qu'à un moment donné, elle n'était pas tout à fait sa vraie sœur, et que selon lui, son hypothèse était justement parce que leur alchimie n'était pas une alchimie de frères et sœurs, que les producteurs avaient fait qu'en fait c'était pas vraiment des frères et sœurs. Enfin bon, bref, je vous passe tous les développements, mais on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui se joue par rapport aux biographies des acteurs et des actrices, par rapport aux personnages en tant que tels. Dans les apports extérieurs, il y a aussi cet attachement, là je ne vous en parle pas, ça me permet de gagner un peu de temps, mais cet attachement que plein de chercheurs et chercheuses, notamment Sabine Chalvon, mais aussi Florent Favard, mais aussi Jason Mitchell, mais aussi plein d'autres, ont analysé par rapport aux personnages. Et j'ai d'ailleurs entendu tout à l'heure que le mot parasocial, relation parasociale vient d'entrer dans le dictionnaire. Tiens, aujourd'hui, c'est marrant. Je crois. Oui, ou voilà, c'est ça, effectivement. Il y a un joli lien avec l'actualité. Voilà. À mon avis, les personnages de série sont plus des personnages de caractérisation. Alors attention, c'est bien. Pour moi, les personnages sont à la fois des actants et sont à la fois des figures caractérisées. Actant, vous connaissez, hein, c'est vraiment le schéma actantiel, c'est vraiment un personnage, alors est une unité fonctionnelle dans un texte, et il enclenche, il résout il enclenche l'intrigue et il résout le manque initial. Donc effectivement, les personnages sont ça. Mais dans les séries, pour certains personnages et régulièrement, il me semble que les personnages sont pas tant, c'est pas si important que ça, l'intrigue et la manière dont elle est enclenchée, la manière dont elle est résolue, parce que d'ailleurs, elles ne sont pas toujours résolues, parce qu'on n'a pas toujours de fin, mais que par contre, la part de personnage caractérisation prend vraiment le dessus. Le personnage est vraiment ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et c'est un vrai plaisir des spectateurs d'être en lien, notamment en relation parasociale, avec ces êtres de lumière, pas de papier, mais de lumière que sont les personnages de série.
J'étais très fière de ce que j'avais énoncé, et puis je dois encore lire toute l'œuvre de Roberta Pearson, mais si vous avez lu le livre de Florence Favard, vous savez qu'elle le dit bien mieux que moi. Et donc, c'est toujours frustrant, mais en même temps, voilà. Donc, effectivement, elle dit que les personnages échappent à la structure de l'intrigue. Elle parle d'ailleurs, elle aussi, d'accumulation, et que ce dernier est une entité ineffable qui n'existe que dans la tête des auteurs et des autrices et des spectateurs, spectatrices. Ça ne simplifie pas non plus notre manière de travailler. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des incohérences. Je vous ai dit que dans le système structuraliste classique, on les oublie, puisqu'on réduit vraiment très fort les personnages pour les faire rentrer dans les axes. C'est beaucoup plus difficile à faire dans un récit progressif ou cumulatif. En fait, ce n'est pas non plus quelque chose de neuf. Vous voyez là Jean-Louis Dufay qui explique qu'il y a effectivement des unités qui suscitent la perplexité des lecteurs. Lui, il travaille aussi sur les romans. Qui sont des unités qui échappent au principe de cohérence et de non-contradiction, qui a priori prévaut dans les romans ou dans les récits plus classiques. Et donc on parle d'indétermination, de blanc ou de lieu d'incertitude, et vous voyez qu'il en trouve 4 types. L'ambiguïté, quand le lecteur n'est pas sûr, dans le sens qu'il peut attribuer à un élément. Le résidu, c'est quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le système et qui ne fonctionne pas. Le blanc, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas expliqué. Ou la contradiction, quand quelque chose est contredit au sein du même texte. Et dans les séries, en fait, on a ça tout le temps. Pour ceux et celles qui sont des fans de séries ou des analystes de séries, là, je vous mets juste une description de Dr House, dans lequel, si vous êtes attentif, vous verrez qu'en fait, effectivement, il est à la fois névrotique, narcissique, pervers, individualiste, ironique, hédoniste, drôle, intelligent, beau, successful, puissant, élitiste. Enfin, il est une mosaïque qui est effectivement parfois incohérente. Vous avez entendu aussi dans les propos des étudiants que je vous ai cités auparavant, qu'effectivement, un même personnage peut être vu comme totalement cynique par certains, mais comme parfois un petit peu cœur sur patte. Alors, je ne sais pas trop où elle a vu. Enfin, il y a effectivement des moments où il est gentil dans Oz. Mais voilà. Donc, on a des ambiguïtés dans les personnages de séries télévisées. Un cas aussi fort extrême, c'est Sue Sylvester dans Glee. Vous voyez, c'est la coach dans Glee, qui dans un même dialogue dit qu'elle n'est pas une femme et qui, alors qu'on lui demande comment elle sait un truc, répond « je le sais parce que les femmes savent ça ». Dans un dialogue de 2 minutes, voilà. Et Sue Sylvester, elle fait tout le temps ce genre de choses-là, par exemple. On a aussi les résidus. Là, il y a un bel exemple dans Buffy. Effectivement, il y a un épisode spécial où on voit que Buffy, le démon de la semaine parvient à la faire passer dans un univers parallèle où en fait elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique, et tout ce qu'on voit habituellement dans la série n'est que le délire d'une fille psychotique. Et forcément, si vous partez du principe que Buffy c'est Buffy, ben cet univers parallèle c'est une prison dans laquelle la... de nouveau mon mail. Mais si vous partez du principe que peut-être, en fait, il se peut que cette fille soit effectivement une psychotique et toute la série soit un délire d'une fille psychotique, eh ben, ça peut introduire une cohérence. La manière dont vous allez garder ou pas cet épisode, dont vous allez donner sens à cet épisode, va peut-être réduire cette incohérence, mais vous pouvez aussi garder, au fond de votre esprit, cette potentialité que peut-être il y a 2 explications à cette série télévisée. Ça, c'est un exemple de résidu. Les blancs, il y en a plein dans Lost, donc c'est trop facile de s'y retrouver. Mais il y a aussi dans Stranger Things, et là je ne l'ai pas vu, donc je cite un truc que je n'ai pas vu. Mais c'est quand on a, par exemple, un personnage qui a des pouvoirs et puis qu'on l'oublie. C'est par exemple dans Lost quand on voit des ours polaires et puis qu'on les oublie. Je peux faire plein de trucs sur Lost avec ça. Mais aussi, par exemple, le gang de Cali, dont on ne sait pas du tout ce qu'il advient d'eux dans Stranger Things. Donc c'est des blancs, c'est des choses qu'on oublie, des choses qu'on laisse passer. C'est en lien aussi notamment avec ce que Baroni expliquait. Dans les récits progressifs, on peut essayer des choses, dit-il, et finalement décider que nous, on laisse tomber. Donc c'était une impasse et on fait marche arrière. Donc forcément, on peut avoir des moments de blanc puisqu'on fait marche arrière sur une intrigue et qu'on n'en aura jamais le fin mot de l'histoire. La contradiction,
Là, c'est aussi quand un personnage, par exemple, vous voyez Jean-Louis Dufay cite Lautréamont, qui est tantôt médiocre, tantôt cruel, tantôt un super-héros respirant la bravoure, voilà, contradiction. Et c'est amené quand on n'a pas de voix unificatrice, de thèse unificatrice, dirait Pierre Glaude et Yves Reuter, quand à la fin on ne nous dit pas ce qu'on doit croire. On n'a pas de narrateur central, par exemple, ou le narrateur central n'est pas fiable, ou finalement les personnages ont des avis différents et on peut croire tous ces avis différents. Moi, j'ai cette relation-là avec Fleabag. Si vous avez vu la série, vous savez que sa sœur, sa belle-mère n'ont pas du tout la même manière de percevoir qui elle est qu'elle-même. Son beau-frère non plus. Et l'autre monsieur en costume, c'est l'employé de la banque qui décide de ne pas lui donner son prêt dans le premier épisode, parce qu'en fait, elle a enlevé son pull et qu'elle avait oublié qu'elle n'avait pas de t-shirt, donc il croit qu'elle lui fait du harcèlement sexuel parce qu'elle était en soutien-gorge. Donc... Alors, parfois, pour certaines de ces contradictions, on peut se dire « Ah, mais c'est tout simplement leur point de vue, ils ne savent pas certaines choses, et donc forcément, par exemple, sa sœur, elle n'a pas toute la vie de Fleabag, elle ne peut pas donc connaître à fond le personnage ou qui elle est. En tout cas, cet élément-là, elle ne peut pas le comprendre. Mais moi, il me reste malgré tout des moments où je me dis « Effectivement, même si Fleabag est l'héroïne, de temps en temps, sa sœur a raison. » Ou de temps en temps, je suis d'accord avec le fait que sa belle-mère ceci ou dise cela. Et c'est des éléments même de contradiction de certains épisodes à l'autre, de ressenti qu'on peut avoir, où effectivement Fleabag n'est pas un personnage qui se laisse facilement réduire, par exemple. Et si on tient compte de l'entièreté des avis autour d'elle, ça donne une teinte qui n'est pas inintéressante, et garder cette indécision est intéressant. Alors de nouveau, cette indécision, elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, Jean-Louis Dufay rappelle qu'il y a une lecture classique dans laquelle on fait comme Philippe Hamon, on lisse et on cadre les choses, donc on oublie les incohérences, on oublie certaines incohérences pour donner sens en sens général aux choses, mais il y a une autre forme de lecture qui est ce qu'il appelle la lecture suspensive, où on décide en fait de garder le tout et de ne pas simplifier et de garder justement la complexification ou la complexité des récits ou des personnages ici, la polysémie potentielle du texte. Je pense qu'en série télévisée, on fait souvent ça, en fait, par rapport aux personnages. Donc, le personnage est une entité textuelle cumulative en construction perpétuelle à travers tout ce que permet l'image, le son et le montage. Vous parlez tout à l'heure de Tony Soprano, dont on voit ce qu'il dit à sa psy, mais nous, on voit en fait ce que le montage nous permet par des inserts de voir la réalité. Donc le montage des choses. Je devrais aller couper mon mail, je vais vite le faire. Je vais pas, ouais, non, j'allais dire, je vais perdre des gens en ligne, mais non, parce que de toute façon, ils ne sont pas sur mon PowerPoint. Hop, hop. Donc voilà, donc le personnage est cette entité cumulative en construction perpétuelle, un réseau de signification à partir de détails qui sont parsemés dans le texte, mais qui s'alimentent aussi du hors-texte, et qui convient donc bien au récit progressif que sont les séries télévisées, où vous voyez, je vous ai mis, à moins que ce soit l'inverse, à moins que ce soit les séries télévisées qui conviennent bien aux possibilités du personnage, qui est la poule et qui est l'œuf. Mon collègue Philippe Marion qui parle de médiagynie, c'est quand un personnage rencontre, quand les caractéristiques d'un récit rencontrent les caractéristiques d'un média, et ça fonctionne super bien. Je pense que les caractéristiques potentielles d'un personnage et les caractéristiques des séries fonctionnent très très bien dans ce qui est en jeu ici. Il me reste à vous parler des systèmes de personnages, parce que ce qui se complexifie, ce n'est pas que les personnages, les systèmes de personnages aussi. On avait dans les séries précédentes, précédant les années 90, un nombre relativement restreint de personnages. Il y avait bien une ou l'autre exception. Les soap-opéras ont toujours fait exception, par exemple. Mais en règle générale, on avait un nombre relativement restreint de personnages. En règle générale, on avait aussi un ou quelques héros qui étaient facilement repérables, et des personnages secondaires avec des claires frontières entre tout ça. On sait que dans Magnum, le personnage principal, c'est Magnum. Alors, c'est vrai que les autres personnages autour de lui sont là souvent, mais on ne se trompe pas, en fait. On sait bien que ce n'est pas Higgins, le personnage principal de la série Magnum.
Évidemment, c'est encore plus clair comme un personnage comme MacGyver qui, dans les années 80, est quasiment tout seul tout le temps. Il a bien un patron, mais il est quasiment pas là. Après les années 90, avec cette multiplication des personnages, on a une multiplication des héros, on a aussi une multiplication des personnages secondaires, on a souvent des frontières pas claires entre ces deux pôles. Je vais vous montrer quelques exemples. L'organisation de tout ça, selon moi, se fait sur des réseaux de stéréotypie, et je dis bien des réseaux de stéréotypie, et qui demandent aussi de gérer l'entièreté de ce système sur le long terme, puisqu'on est face à des séries. Donc il n'y a pas 2 épisodes, il y en a parfois je ne sais pas combien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez propre aux séries télévisées, même si on a vu aussi une multiplication des personnages, je pense, dans le cinéma, notamment le cinéma sériel, mais c'est jamais dans des proportions que permettent les séries télévisées, selon moi. Alors, les personnages principaux, de nouveau, de manière assez intuitive, vous savez ce que c'est un personnage principal. C'est un personnage incontournable et nécessaire au déroulement du récit. L'actant sujet, si vous vous référez à Grémas, qui a une action déterminante dans ce récit. C'est un personnage qui est mieux et plus caractérisé. Ça, c'est Hamon, qui est mieux et plus caractérisé. Donc, il y a un aspect quantitatif et qualitatif que les autres personnages. Dans les séries télévisées, il y a plusieurs héros. On est maintenant de plus en plus dans des séries vraiment dans lesquelles c'est rare maintenant le personnage solitaire, vraiment solitaire. C'est très rare. Il y a un peu, Morgane dans HPI, c'est plutôt un personnage classique et plutôt solitaire avec des personnages secondaires, mais quand même. Donc on a de plus en plus des héros multiples. Ça, c'était ma thèse, donc de temps en temps, il faut quand même que je la ressorte un peu. Et quand on écrit une thèse, on invente des mots. Donc moi, c'est héros multiple. Enfin, il faut me pardonner ça. Si vous dites héros choral, ça marche très bien aussi. Et donc, c'est vraiment un groupe de personnages qui prend la place de l'actant sujet. Donc, un actant sujet actualisé par plusieurs personnages de manière constante tout au long de la fiction. Et c'est donc pas une succession de héros solitaires. Et donc ça, on en a de plus en plus. Donc il y a effectivement une complexification des personnages principaux. Et il y a aussi une complexification des personnages secondaires autour de ces personnages principaux. Dans ma thèse de doctorat, il me semble que pour certaines saisons de The Wire, il y avait plus de 63 personnages récurrents sur une saison. 63 personnages récurrents sur une saison de The Wire, c'est la folie. À côté de ça, pour avoir un élément de comparaison, j'avais analysé Monk, et Monk, on avait une dizaine de personnages par saison. Donc c'est parfois, quand je dis vertigineux, c'est parfois très vertigineux. Dans The Wire, si c'est une série que vous ne connaissez pas, ou si vous la regardez, vous verrez, on n'a pas non plus tous les prénoms de tous ces personnages. Il faut un certain temps avant d'avoir l'identité complète, par exemple. Donc c'est aussi une série dans laquelle on vous donne les indications vraiment de manière lente. Donc on a des personnages secondaires qui sont des personnages moins importants, qui ne sont pas centraux dans l'action, qui sont plus souvent opposants, adjuvants, anti-héros, etc. Ils sont donc moins autonomes, moins mobiles, moins caractérisés que les héros. Et vous voyez, je ne vais pas passer dans tous ces éléments, mais on peut en trouver des ponctuels, on peut en trouver des récurrents, on peut en trouver des sporadiques. Les personnages récurrents, c'est ceux qui sont très présents. Ça peut être des compagnons, des compagnes dans un policier, par exemple, et on a les policiers qui sont les personnages principaux et leurs compagnons ou compagnes qui viennent régulièrement. Il y a des personnages sporadiques qui sont ceux qui sont là, mais moins fréquemment, et les personnages ponctuels qui sont ceux d'un épisode en tant que tel. Donc, si on s'amuse parfois avec mes étudiants à faire des cartes de systèmes de personnages sur certains épisodes de séries ou certaines saisons, c'est aussi complexe que les schémas que Florent Favard fait avec les intrigues. Si vous avez lu son livre et que vous voyez les magnifiques schémas d'ailleurs qu'il fait sur les intrigues, en fait, on a des schémas tout aussi complexes sur les personnages de séries télévisées. Dans Décoder les séries, dont tu as fait un peu de pub tantôt, merci beaucoup. Et dans ma thèse, j'avais énoncé ce tableau, mais qui est vraiment pas, il n'est pas super à vrai dire. Mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir n'importe quelle configuration de héros avec n'importe quelle configuration de personnages secondaires. C'est-à-dire des héros solitaires avec quelques personnages secondaires, mais on peut aussi avoir des héros multiples avec une multiplicité de personnages secondaires. Et pour certains d'entre eux, c'est ça qui rend les choses compliquées. Quand on analyse par exemple le temps d'antenne, puisque la distinction, selon Philippe Hamon, entre un personnage secondaire et un principal, c'est le quantitatif et qualitatif. Mais pour certains personnages secondaires, il y a des personnages qui sont là presque autant
en temps d'antenne que les personnages principaux. Ou certains dont les qualifications, là franchement, si on regarde, il n'y a pas une telle différence que ça, en tout cas dans la qualité. Et malgré tout, il y en a quand même certains qui sont plus principaux, secondaires, mais on voit bien que vous mettez la frontière. Moi, je l'ai mise là, mais peut-être que d'autres l'auraient mise à d'autres endroits. Donc du coup, ce tableau, il est moche parce qu'il recatégorise un peu les choses. J'avais un côté un peu Philippe Hamon, un peu structuraliste quand j'ai écrit ma thèse, que j'ai un peu laissé tomber depuis. Je m'étais aussi amusée à faire ce genre de truc que vous ne comprenez pas, hein, c'est normal. Quand je vous disais, il y a moyen de faire des choses aussi complexes que... Ça, c'est des systèmes de personnages des 3 premières saisons de Homicide, de Shield et Sur Écoute. Et donc, on voit effectivement les hiérarchies de personnages, on voit aussi les liens de ces personnages les uns avec les autres, parce qu'il y a des personnages qui sont en lien, d'autres avec tout le monde, d'autres pas, etc. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais en tout cas, ça commence à donner des idées de cartographie de système, par exemple. J'ai arrêté de faire ça, je vous avoue. Mais voilà, donc, c'est aussi intéressant de voir que ces groupes ont des conséquences sur la construction des personnages, puisque comme on a plus de personnages, on a en proportion moins de temps pour les caractériser. Et donc, les personnages sont parfois caractérisés par des choses qui sont des détails. Ce sont parfois des détails qui nous font pencher vers tel stéréotype ou tel stéréotype, par exemple. Je vous ai parlé des stéréotypes et je vais y revenir. Mais dire, tiens, ce personnage-là, il est ambitieux et celui-là, il est plutôt empathique. C'est parfois par quelques détails glissés dans certains épisodes et qui reviennent, mais pas tant que ça, qu'on parvient à le dire. Et donc ces détails-là prennent par contre une importance assez significative. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'existence de ces groupes ou de ces systèmes plus complexes de personnages fait que on ne peut pas analyser un personnage de série sans analyser sa relation aux autres personnages. Je pense qu'on doit analyser ce biotope parce que ça fait quelque chose au personnage. Et donc, les relations entre personnages sont plus complexes aussi. De nouveau, je me suis posé la question finalement, presque de l'œuf et de la poule, mais c'est vraiment forcément, on a des personnages plus complexes et forcément, on a des systèmes plus complexes, puisqu'on est dans des séries dans lesquelles on a des multiples trames narratives qui permettent aussi de jouer sur cette hybridation sérielle dont parlait notamment Stéphane Benassi ou Jason Mittel. On a donc besoin de personnages qui remplissent toutes ces strates de récits, des questions mineures aux majeures. Là, je cite de nouveau Florent. On a aussi besoin de personnages qui créent cet effet de réel et qui peuplent le monde fictionnel dont il vous a parlé, je pense, le 4 novembre. Et c'est aussi des éléments qui permettent de faire face aux aléas du casting, parce qu'il y a aussi parfois des choses totalement concrètes dans les séries télévisées. Effectivement, un comédien ou une comédienne décide de partir dans sa propre série télé. Il était un personnage dans un groupe, mais peut-être pas majeur, et quitte. Et donc forcément, les départs, les maladies permettent aussi... on peut y faire face si on a un groupe de personnages ou si on a des personnages des systèmes plus complexes. Donc ça, je vais passer cette slide qui redit des choses que je viens déjà de vous dire, mais qu'est-ce qui fait tenir les groupes et qu'est-ce qui fait tenir les systèmes de personnages dans les séries télévisées? C'est un gros mot, c'est le mot stéréotype. Quand j'ai commencé à travailler sur les séries, moi j'entendais encore des choses comme les séries, elles sont chouettes et c'est des récits complexes parce qu'elles ne sont pas stéréotypées, contrairement aux films, des blockbusters qui, eux, sont stéréotypés. Je ne suis pas du tout d'accord. Les séries sont très stéréotypées, mais elles ont un lien particulier aussi aux stéréotypes, qui est permis justement grâce à la complexification des récits, des genres, des formats sériels et des personnages, à mon avis. Et ça donne des choses qui peuvent être intéressantes. Alors la version simple du stéréotype, ça pourrait être ça. C'est de se dire qu'on répartit les stéréotypes sur un groupe de personnages. Je l'ai fait à la grosse louche, hein, la romantique, vous reconnaissez Sex and the City, la romantique, la fantasque, la working girl et la femme sexuellement très active. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, une vision simpliste en fait de l'utilisation de ces stéréotypes. Et moi, il me semble qu'il faut revenir aussi, et d'autres l'avaient déjà fait, hein, vous voyez, je recite de nouveau Dufay, Amossi, Gerdis, Hamon, Glodérotor, qui parlaient par exemple sur les Rougon-Macquart, il y avait les différents types de Hamon, des rôles professionnels, des rôles psychoprofessionnels, des rôles familiaux. Donc je pense qu'il faut en fait embrasser le stéréotype dans toute la multiplicité
multiplicité qu'il peut avoir et qu'il peut recouvrir. Le stéréotype, c'est des conventions, par exemple, vers des genres narratifs. Le stéréotype, c'est des conventions en lien avec la société à un moment donné, notamment les stéréotypes de genre dans une série télévisée sont en lien avec le hors-texte. C'est aussi des archétypes, effectivement, qu'on reconnaît dans la littérature ou des schémas narratifs habituels qu'on peut reconnaître. C'est tout ça dans les séries télévisées. Pareil, là, je reprends toujours, j'avoue, cette distinction que j'avais faite de type primaire et secondaire dans ma thèse, mais je pense que c'est trop simpliste. Donc moi-même, je suis plus d'accord avec ce qui est là, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller plus loin. Donc dans ma thèse, je disais, j'ai travaillé sur des séries policières, et je disais, il y a un premier type qui permet de classer les personnages, qui est le rapport au policier, le type de policier que sont ces personnages. Puisque là, ça mobilise justement les codes conventionnels du genre policier, et on reconnaît certains archétypes de policiers. Et le type secondaire, tel que je le définissais à ce moment-là, c'était leur vie privée. Et donc, cette partie feuilletonnante de ces séries, avec des thèmes qui étaient activés ou des archétypes qui étaient activés. L'intérêt aussi de ces stéréotypes, ça peut être, vous le voyez, que forcément, on en reconnaît qui font partie de notre encyclopédie de lecteurs et de lectrices. Alors, vous n'êtes peut-être pas des fans de séries policières, peut-être que vous êtes fan de heroic fantasy ou fan de séries sentimentales, et donc vous avez dans votre cerveau tout un vivier, toute une encyclopédie, tout un vivier de personnages et de stéréotypes qui sont liés à la romance, par exemple, ou au western, ou à la fantasy, etc. etc. Donc ça permet aussi de tirer des liens entre plusieurs séries. Donc dans ma thèse, je définissais par exemple des spécialistes d'interrogatoire. C'est ce type de policier qu'on enferme dans un bocal et qui parvient à manipuler ou à faire avouer les malfrats. Il y avait les analystes dans The Wire qu'on revoit aussi après dans des séries forcément comme les experts ou ce genre de choses, où effectivement on a des éléments, des preuves qu'on fait parler. Il y a les policiers classiques, puisque Monk est un policier classique à la Hercule Poirot. Il y avait aussi les flics corrompus et les mauvais flics. Dans ma thèse, il y avait The Shield. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette série, mais effectivement, il y a un groupe de policiers totalement corrompus dans cette série. On avait aussi des policiers d'action, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, et leurs supérieurs. Et en fait, une même série, alors c'est facile quand on a un personnage plus central, une série peut n'activer qu'un seul type. C'est le cas ici de Monk, par exemple, qui est toujours un policier classique. Mais une série comme Homicide, elle active un seul type de policier. À part le supérieur, ce sont tous des policiers d'interrogatoire dans cette série. Et donc, c'est pas ça qui va permettre de reconnaître les personnages entre eux, puisqu'ils sont tous de super bons super bons manipulateurs, en fait, quand ils sont enfermés justement dans ce qu'ils appellent bocal. Il y a d'autres séries qui jouent sur plusieurs types primaires, et c'est comme ça qu'on peut catégoriser aussi les personnages. Je pense à The Shield, où on a des policiers plus d'action, des policiers plus d'interrogatoire, qui ressemblent d'ailleurs très très fort à ceux de Homicide, ou les supérieurs, qui sont une catégorisation, un archétype en tant que tel, puisque vous voyez, je vous ai mis supérieur / politique. Je suis sûre que dans votre cerveau, ça active plein de schémas narratifs, et donc ça doit être un traître, et donc il doit avoir envie de faire des bons chiffres, et donc il doit parler réduction budgétaire. C'est effectivement ça. David Aceveda, c'est ça. Donc vous voyez que c'est aussi intéressant et pratique, parce que c'est une série que vous n'avez peut-être pas vue, mais là, je crois que ça dépeint quand même quelque chose que vous pouvez reconnaître. Pour revenir à Monk, c'était un personnage classique. Ce qui est intéressant, c'est que dans les types secondaires, alors que dans le type primaire, Monk, c'est vraiment le type de policier qui est le meilleur, c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est le seul à voir les choses. Cet Toc font qu'en fait, il est hyper connecté, il voit tout, il comprend tout avant tout le monde. Il est sans cesse accompagné de Sharona et puis après de Nathalie, mais qui pourtant voit les mêmes choses, entend les mêmes choses, mais est incapable de trouver qui est le coupable. Donc, il y a une grande hiérarchie entre ces personnages. Vous voyez tout à fait le type de duo que ça peut être, un Candide avec un super-héros du policier. Et par contre, dans leur type secondaire, ce sont deux personnages qui nous racontent la solitude. Donc vous voyez qu'ils activent un type secondaire dans leur caractérisation. Alors Sharona, c'est parce qu'elle est divorcée, qu'elle vit dans la précarité, que c'est une mère seule.
Lui, il est veuf, donc c'est pas la même solitude, mais tous les deux, en fait, ont des traumatismes et leurs traumatismes se rencontrent d'une certaine manière. Donc on voit aussi que ça permet de nuancer cette première hiérarchie dont je vous ai parlé. Alors ça ne veut pas dire qu'elle gère mieux que lui, hein, parce que ça, ce serait le truc. Hein. Lui, il gère très bien le policier, mais il ne gère pas du tout bien sa vie privée. Je ne dis pas qu'elle gère pas nécessairement bien sa vie privée, mais autrement. Et donc ça épaissit, en fait, ces deux personnages. Je regarde le temps pour qu'on puisse quand même un peu discuter. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est voir comment ces systèmes de personnages peuvent évoluer. Parce qu'il y a ça aussi qui peut parfois être vertigineux dans les séries télévisées, c'est que sur une première saison, on parvient à faire des schémas, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans les saisons qui suivent Monk, sa manière de faire évoluer, c'était de remplacer les personnages. Quand l'actrice qui joue Sharona décide de partir, on crée un personnage qui s'appelle Nathalie, et Nathalie, c'est une femme, c'est une mère célibataire qui a divorcé. Enfin, elle rentre en fait dans les pantoufles de Sharona. C'est la même, c'est le même personnage. Homicide et Sur-écoute vont ajouter des personnages. Dans Homicide, on va avoir des nouveaux enquêteurs qui vont arriver, qui vont garder ce même type primaire. Donc, ce seront de très bons, policiers d'interrogatoire. Dans Sur-écoute, on va avoir une équipe qui s'étoffe au niveau de l'action, une équipe qui s'étoffe au niveau des personnages, des policiers d'interrogatoire. On va avoir une équipe qui s'étoffe du côté politique, parce qu'au-dessus des commissaires, on peut avoir les préfets, par exemple. Donc ça va être le fait d'étoffer. Dans The Shield, dans Sur-écoute, pardon. Dans The Shield, après un certain moment, il va y avoir un resserrement. Ça, c'est aussi intéressant de voir que, si vous avez vu la série de Shield, les autres personnages, il y a une partie des personnages qui devient un peu plus secondaire et on finit par monter très fort l'accent autour de Vic Mackey, qu'elle corrompue d'un côté, et Claudette Wims, qui est vraiment qui va jouer la moralité d'une certaine manière. Donc, dans une série comme Sur-écoute, on ajoute des personnages qui étoffent les sous-groupes, et dans une série comme The Shield, on peut décider de resserrer d'une certaine manière et d'en faire un duo. La dernière saison devient presque un duo entre ces deux personnages-là. Pareil, dans Urgence, on va ajouter des personnages dans les types de personnages et les nuancer petit à petit. Moi, je les nuancer. Urgence, dans la première saison, j'y vais de nouveau un peu à la truelle, mais on a le beau gosse, on a le petit jeune, on a les Boy Scouts, la fille, de nouveau, la fille médecin, on a l'infirmière au grand cœur et on a l'ambitieux. À peu de choses près, ça explique un peu. Et puis forcément, quand on rajoute des personnages, ça se complexifie et c'est là de voir intéressant. Et encore, j'ai pas mis tout, mais on voit que ils vont finir par se nuancer aussi. Donc, on va avoir plus qu'un ambitieux. Benton va rester ambitieux, mais on amène Kerry Weaver, qui a une autre manière d'être ambitieuse. D'une certaine manière, Elisabeth Corday est aussi ambitieuse quand elle arrive. Donc, elle joue différemment l'ambition, mais elle est là. Carole n'est plus juste l'infirmière, elle va devenir aussi un personnage très proche de Mark Green, devenir un personnage très empathique, mais aussi reconnu, par exemple, professionnellement parlant. Donc, c'est plus juste l'infirmière, entre guillemets. Et on voit qu'effectivement, elle se rapproche, par exemple, du médecin. Quand un médecin comme Lucas va être amené, il joue aussi la palette, en fait, que joue Mark Green, mais de manière différente aussi. Les débutants qui vieillissent, Carter qui change de type, il était débutant, puis il évolue, à la fin même, en fait, il évolue pour reprendre le personnage de Mark Green. Forcément, il nous faut des nouveaux débutants. Donc, on voit aussi toute une architecture qui évolue autour de ces types primaires, en les jouant pas tout à fait de la même manière, en rapprochant parfois des personnages de manière assez intéressante. La débutante Lucie, qui s'entend très très bien et qui est aussi une ambitieuse et dans laquelle Kerry Weaver se reconnaît, par exemple, c'est assez intéressant, alors que Kerry Weaver est vue comme quelqu'un de très froid, et Lucie Martin, c'est tout à fait l'inverse, elle est perçue comme quelqu'un de très chaleureux, et pourtant, l'une et l'autre se reconnaissent dans l'une et l'autre. Donc on voit que ces personnages, quand ils se multiplient d'une saison à l'autre, quand ils évoluent d'une saison à l'autre, font aussi évoluer les réseaux de stéréotypes qui peuvent être présents. C'est pas abouti, ce travail, évidemment. Je pense qu'on pourrait déconstruire, et vous avez peut-être regardé la série et vu les choses
autrement, hein. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et ça, c'était aussi voilà, sur leur type de médecin qu'ils sont. Et en plus, ils jouent aussi des choses qui sont parfois proches ou parfois différentes, qui évoluent aussi dans leur type secondaire. C'est intéressant de voir par exemple le rapport à la parentalité de certains de ces personnages et comment ça nuance leur personnage. Les relations de solitude, moi je pense parce qu'ils sont amenés par le divorce ou par le veuvage ou par l'immigration ou par simplement le fait d'être mis de côté professionnellement parlant. Enfin, voilà. Et vous voyez qu'il en reste pourtant. Dans la première saison, j'ai dit qu'il y avait la fille médecin, la schtroumpfette, c'est ça qu'on dit la schtroumpfette, c'est quand la fille ne peut être qu'une chose. On voit bien que ça se multiplie. Dans les saisons qui suivent, on n'a plus la fille médecin. Donc, c'est ça aussi qui est bien. Je dis souvent à mes étudiants, le problème, ce n'est pas le stéréotype, c'est quand il n'y en a qu'un. Et vous voyez par contre qu'il n'y a qu'un stéréotype d'homosexuel dans l'urgence, puisqu'il n'y a que Kerry Weaver. Donc là, on avait encore la schtroumpfette, la personnage homosexuel. Et donc, voilà. Donc la gestion sur le long terme, les mouvements et les disparitions des personnages, les arrivées et les départs, la manière, c'est ça aussi, gérer un système de personnages, c'est se rendre compte que des personnages qui étaient secondaires deviennent des personnages principaux. Je vous ai parlé de Bernadette tout à l'heure. Tout dépend comment vous décidez qui est le personnage principal dans Big Bang Theory. Vous pourriez me dire que le personnage principal c'est Sheldon et que les autres ne sont que des personnages secondaires. Peut-être que vous pensez ça. Et il y a moyen de l'argumenter, je pense. Peut-être que vous pensez que dans Big Bang Theory, il y a plus qu'un personnage principal et que c'est un héros multiple. Et je pense qu'on peut aussi l'argumenter. Et dans ce héros multiple, qui vous mettez? Est-ce que Bernadette en fait partie? Est-ce qu'elle en fait partie de la même manière sur la première saison, sur les autres? Donc c'est des questions qui sont aussi intéressantes. Et effectivement, on voit qu'il y a des mouvements de personnages. Je pense à Abby Lockhart dans Urgence, qui clairement débute comme un personnage secondaire et puis qui doit prendre la relève de Carole. Ils savent qu'en fait, Juliana Margolyes va partir. Il y a aussi des disparitions des personnages qui étaient principaux et qui deviennent plus secondaires. Je pense à Noah Wilde qui s'en va dans Urgence et puis qui revient à la fin, mais qui s'en va quand même. Il y a parfois des personnages qui restent secondaires, mais qui ne restent pas du tout secondaires dans le cœur des lecteurs ou des lectrices, des téléspectateurs. Là, ce que vous avez, c'est Hélène dans Ally McBeal, qui était un personnage totalement secondaire, mais parfois les personnages secondaires, ils ont cet avantage qu'on ne fait pas trop attention à eux, donc on peut s'amuser avec eux. Une Carrie Bradshaw ne s'amuse pas avec elle. Elle doit coller à son personnage, elle est le support de toute la promotion, etc. Mais par contre, on peut s'amuser avec leurs mecs. On peut s'amuser avec Steve, par exemple, dans Sex and the City. Dans Ally McBeal, on voyait quand même qu'on ne pouvait pas trop y toucher, mais alors Hélène, c'est le type de secrétaire c'est une inventeuse qui invente des choses complètement improbables. Si vous n'avez pas vu la série, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y avait des numéros chantés, elle faisait des numéros de Noël à tomber par terre, et donc finalement, c'est devenu le personnage préféré des gens qui regardaient Ally McBeal d'une certaine manière. Donc elle reste secondaire dans le système des personnages, si on analyse que la série, mais est-elle secondaire dans le système que les gens ont dans la tête? C'est pas si certain que ça. En tout cas, moi, je regardais plus pour elle que pour Ally McBeal, qui est chiante, en fait. Et là, on en arrive au truc que j'ai pas travaillé. Des post-séries. Juste 2-3 réflexions que je me suis faites, elles valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une prof qui les fait que c'est bon. Soyons clairs. J'ai l'impression qu'on a moins des longues séries, et ça joue quand même sur la complexité des systèmes de personnages. On a peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être des systèmes un peu moins complexes de personnages avec des personnages principaux, secondaires à plusieurs niveaux, etc. Ou en tout cas, il faut une addition de beaucoup de saisons avant d'avoir cette complexité qui apparaît. Vous allez me dire, on peut avoir Game of Thrones qui n'a que 10 épisodes et quand même avoir un truc complexe. Donc oui, c'est possible. Mais sur les toutes dernières séries que j'ai regardées, je trouvais que c'était peut-être des choses moins complexes. Et donc le fait de changer de manière de produire des séries et de les diffuser a aussi une incidence évidemment sur le système. J'ai parfois l'impression qu'on a moins de passé dans les personnages. Dans les séries des années 90, il y avait toujours ces moments où on finissait, la densité du récit, dont parlait Florent Favard, allait vers le passé et allait vers une meilleure compréhension et épaisseur de ces personnages, y compris dans leur relation d'eux-mêmes, qu'est-ce qui avait expliqué qu'ils arrivaient là.
Quand je regarde une série, je ne sais pas si vous reconnaissez Ali Pfefferman de la série Transparent. Je ne sais jamais si on doit dire transparent ou transparent ou je ne sais pas quoi. Et moi, je dis transparent. Dans cette série, en fait, on n'a pas tant que ça d'éléments liés au passé. Par rapport au personnage principal, Maura Pfefferman, qui est en transition de genre, oui, mais pas nécessairement toujours par rapport au personnage. Fleabag, je ne suis pas certaine qu'on ait tant d'éléments qui retournent vers le passé. C'est pas un personnage, entre guillemets, de soap opéra, où on sent qu'on va avoir des éléments. C'est pas ce mode-là, en fait, sur lesquels on les amène. Par contre, c'est des personnages qui ont plus de blanc, plus de contradictions et plus d'incertitudes. Fleabag, par exemple, elle en a plein. Ali Pfefferman, c'est l'un des personnages que je trouve le plus intéressant parce qu'elle est aussi très, très ambiguë. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce personnage-là. Donc, c'est des séries, les dernières séries nous emmènent quand même vraiment dans des choses très radicales, dans la possibilité qu'ouvre le récit progressif, en tout cas, je trouve. Ils sont plus fluides, plus contradictoires. Oui, je le mets aussi. Ce qui permet aussi, parce que je travaille aussi, vous l'avez entendu, sur les questions de genre, je trouve que c'est aussi des personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont moins dans des cases. Et on peut aussi aller chercher dans ces détails dont je vous parlais, parfois des détails qui les mettent dans des fluidités qui sont, je trouve, intéressantes. C'est des personnages qui sont parfois, je trouve, plus complexes dans les références, les autoréférences. Ils sont un peu, entre guillemets, post-modernes. Un personnage comme, par exemple, je pense au personnage de Gen V. Je ne sais pas si vous avez vu cette série sur Prime, Boys et Gen V, où en fait on voit qu'il y a quand même beaucoup de citations du système classique des super-héros, et en même temps c'est complètement mis à mal, puisque ce sont des super-héros un peu dégueux quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série. Ils sont trash, etc. Donc à la fois on utilise les super-héros, mais en les questionnant. On ne peut pas comprendre cette série si on ne connaît pas un peu les super-héros, je pense. Ce que j'appelle la verticalité, donc la densité dont parle Florent Favard, elle sort. Pour apprécier, en fait, il faut arrêter l'intrigue et apprécier en verticalité, c'est-à-dire en espèce d'arrêt sur image. Il y a plus de reconnaissance aussi aujourd'hui de ce hors-texte, notamment par les productions fans, mais pas que. Et donc voilà, donc c'est des éléments qui sont peut-être des éléments sur aujourd'hui, mais vous connaissez mieux que moi les séries d'aujourd'hui, donc on pourra en rediscuter. Est-ce que finalement, ces réseaux ultra complexes de personnages, ces réseaux ultra complexes de stéréotypes tels que je les ai décrits, je ne suis pas sûre que ça fonctionne toujours de la même manière encore aujourd'hui. Ça reste complexe à mon avis, mais peut-être plus dans un aspect un peu postmoderne. Donc voilà, et je m'arrête là. Oui, j'ai pas de conclusion. J'aurai une conclusion le jour où je serai à la pension, je crois, et encore.